Du système. Je crois que tu as bien introduit aussi la thématique de la table ronde qu'on va faire maintenant sur justice décentralisée, ou en tout cas sagesse de la foule, justice étatique. Commencer cette table ronde consacrée au thème sagesse de la foule versus justice étatique, suite à la présentation qui vient de nous être faite par Federico Ast du mécanisme de Keros. Alors, Federico, comme je t'ai présenté tout à l'heure, si tu me permets, je ne te représente pas une deuxième fois, si c'est pour dire que tu es le fondateur, l'un des deux fondateurs de Kleros, qui fonctionne depuis 2018, qu'on trouve sur le site kleros.io, et qui est un mécanisme donc, de résolution des litiges qui utilise la blockchain, pour le résumer très simplement. Participe à la table ronde le juge Lino Henny, que j'ai le plaisir d'accueillir ici à l'Université de Neuchâtel. Lino Henny est juge dans le canton de Neuchâtel et il est aussi chargé de cours dans notre université. Il a obtenu son doctorat en droit dans le domaine de la responsabilité, dans le domaine du droit de société. Et aujourd'hui, il vient nous faire part de ses réflexions sur le rôle des modes alternatifs de résolution des litiges et comment est-ce qu'on peut envisager ce rôle par rapport à la justice étatique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce panel. Je présente aussi Madsen Riva, qui est à l'autre bout de la table, qui est actuellement avocat stagiaire dans l'étude Schellenberg-Nittmer à Genève. Sa thèse de doctorat, qui est en train de rédiger, est consacrée au traitement juridique des Decentralized Autonomous Organizations, DAO, qui sont des entités que l'on trouve sur la blockchain. Et dans ce cadre, il a notamment eu l'occasion d'examiner l'application de modes alternatifs de résolution des litiges type Kleros pour les litiges impliquant des DAO, dans la mesure où on ne peut pas attraire devant la justice étatique ce type de litige, puisqu'il n'y a pas de personnalité des DAO qui permettent de les attraire en faire devant le juge. C'est une alternative intéressante. Et dans ce cadre-là, on a écrit, il y a quelques années, un article justement sur la résolution des litiges avec la blockchain, un litige notamment DAO. Et puis je mentionne aussi aujourd'hui, puisque c'est l'occasion, la sortie de notre livre, qui vient de sortir, sur le cadre juridique des DAO, et qui a notamment un sous-titre « From Decentralized Governance to Legal Frontiers ». Peut-être que ça va vous inspirer pour rebondir sur le rôle des DAO par rapport à Kleros, qui pourrait peut-être être considéré partie Tommy Zero. À côté de moi, Lionel Constantino Ferreira, qui est mon doctorant ici à l'Université de Neuchâtel et qui est en train de rédiger sa thèse sur les mécanismes de modération des contenus et de résolution des litiges sur les réseaux sociaux. Et il a également, dans le cadre de son mémoire de master, fait une étude sur précisément la résolution des litiges sur la blockchain, à l'aune par exemple de Kleros. Mémoire de master qui a d'ailleurs obtenu le prix Minext en 2021. Donc merci aussi Léo pour avoir organisé cet événement avec moi. Je remercie aussi l'association des étudiants Students eSport Association, qui est l'association qui a été créée récemment ici à l'Université de Neuchâtel et qui nous a aidés pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Et le jeune baron Neuchâtelois pour son soutien également à cet événement. Alors, en guise d'introduction, j'ouvre la table ronde et j'aimerais en fait poser une question d'abord au juge Henny pour que vous nous disiez comment vous réagissez par rapport à cette présentation qu'on a eue du modèle Kleros. Comment vous pensez que ces alternatives à la justice étatique de nature privée, là on est vraiment dans une alternative privée et institutionnelle, peut s'intégrer finalement dans la résolution des litiges en Suisse, dans la mesure où on a un système judiciaire en Suisse qui fonctionne bien. Est-ce que ce sont des alternatives qui sont intéressantes, nécessaires, souhaitables? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à chaud par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que vous pensez que la foule a plus de sagesse que le juge? Voilà, ma question large. Merci. Alors, bon déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Je me suis un tout petit peu renseigné sur la plateforme, mais votre présentation m'a tout à fait intéressé.
je crois qu'il faut partir du fait qu'effectivement, et là je vous donnerai raison, la justice étatique ne peut pas tout résoudre, qu'il y a des litiges pour lesquels elle n'est pas adéquate parce qu'elle coûte trop cher, elle prend trop de temps. Alors, il y a des mécanismes à l'intérieur de notre système judiciaire qui essaient de pallier ça, notamment par la conciliation obligatoire. Effectivement, la justice est surchargée, elle coûte cher et on ne va pas se noyer. Il faut qu'on évolue d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est un intégrement de l'intelligence artificielle dans la résolution du litige ou est-ce que c'est un intégrement des plateformes telles que vous l'avez proposé? Pour moi, c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? En tout cas, comme j'ai dit, on a des lacunes, des choses que la justice étatique ne peut pas faire. Est-ce que c'est souhaitable? Il y a une chose qui m'a interpellé, mais elle m'a déjà interpellé quand j'ai reçu le titre de la table ronde qui s'appelle Justice étatique, enfin, sagesse étatique, justice étatique. On vit aussi dans un contexte aujourd'hui où on s'interroge parfois sur la sagesse du peuple. Est-ce que, et ça m'a aussi interpellé dans votre présentation, je pense qu'on ne ferait pas de droit, en tout cas, si on estimait que la solution qui saute aux yeux de tout le monde, la solution dont on attend que tout le monde fournisse, est la bonne solution. C'est un peu... le risque que je vois, la préoccupation en tout cas, c'est aussi qu'on aborde aussi de temps en temps sur la thématique des biais cognitifs. Alors vous avez une solution qui saute aux yeux parce qu'on réfléchit de manière peut-être pas rationnelle, alors que, en tout cas, le système qu'on a mis en place dans la justice étatique, c'est justement d'essayer d'extraire des décisions de ces aspects personnels, émotionnels, et justement chercher à, disons, objectiver les choses. Et c'est vrai que sur ce point-là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une opposition, dans le sens où il y a une recherche d'objectivité. Alors, qu'elle soit atteinte ou pas, ça c'est aussi un débat qui reste ouvert, parce que les juges, comme toute personne, ont des biais, évidemment, mais il y a cette recherche d'objectivité, et je ne suis pas sûr de voir dans le système que vous proposez quelque chose qui permet de garantir ça aussi. Ok, donc c'est une question qu'on pose assez souvent. Donc, il y a bien sûr des cas où un juge qui va décider en minorité va, tous les jours, on voit un progrès moral dans une société, par exemple. Mais ce ne sont pas les cas que Cléros va résoudre. Ça, ce sont des cas qui font du droit constitutionnel. On va faire du monde un meilleur endroit si on peut résoudre le grand volume de petits litiges que les cours étatiques ne peuvent pas résoudre. Et ça, c'est la contribution qu'on peut faire. Et aussi, il y a une chose que les gens ne prennent pas en compte, mais c'est très important. Qu'est-ce que vous croyez c'est le système judiciaire le plus grand au monde? Le système de justice qui résout le plus grand nombre de cas chaque année. Quel est le système juridique qui est le Quel pays? Peut-être pas un pays. C'est pas un pays en fait. Bon, c'est un peu Facebook. Ce sont des millions et millions de litiges qui résolvent avec un système de modération, que ce sont des petits litiges que dans le monde traditionnel seraient résolus par des cours de libel ou de commerce. Ils ont créé un système juridique privé qui fait des décisions de manière centralisée et il n'y a pas de recours d'appel. Et puis, il n'y avait pas, ils ont dû créer le Cour suprême pour donner un peu de semblance d'état de droit à un système qui était une black box où on ne savait pas comment les décisions étaient prises. Et ces décisions affectaient les droits fondamentaux des personnes qui étaient parfois
bon, banni de la plateforme et bon, ils perdaient tous les amis. Certains d'entre eux perdaient leur monde de vie parce qu'ils vendaient des choses sur Facebook, sur Instagram. Donc, aussi, il faut voir, si on voit Kleros comme un système qui peut transparenter les décisions prises dans les entreprises numériques, imaginez Kleros comme un système de décision de Facebook, où on sait comment la décision va être prise et on a un système pour faire des appels. Donc aussi, on peut les comparer avec ce type de solutions et pas forcément avec des solutions étatiques. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien rebondir. En fait, ça englobe un peu tout ce dont vous avez parlé. Et ça a aussi fait écho à une question que vous avez posée sur la légitimité du mécanisme. Moi, je parlerais plutôt d'effectivité. Légitimité, c'est la confiance. Tu l'as dit pendant ta conférence, 90% des utilisateurs reviennent sur Kleros. Donc, on peut partir du principe que c'est légitime, que les utilisateurs ont confiance dans le mécanisme. Mais par rapport à l'effectivité, donc la capacité du système à délivrer des décisions qui soient exécutables, Kleros, c'est un système que je trouve génial quand il y a un élément de crypto-économie. Par exemple, quand vous avez un smart contract contre Alice et Bob, où il y a des Ethers qui sont dans les smart contracts, qui sont exécutés par la technologie et distribués à la partie qui gagne le litige. Là, j'en vois une grande utilité et je trouve le système incroyable pour justement garantir une effectivité sur cet environnement qui a besoin de confiance, qui est la crypto-économie. Même chose avec la liste de tokens. Vous, demain, vous créez un nouveau token. Et pour éviter que ce soit un scam, vous le soumettez à Kleros. Les utilisateurs de Kleros peuvent dire « Ah non, c'est un scam, ce projet n'existe pas ». On le soumet à la cour qui va dire « C'est un scam » et donc on ne peut pas l'ajouter à la liste de tokens agréés de Kleros. Donc là, on voit qu'on est dans l'environnement de la crypto-économie. Par contre, quand on passe dans le monde physique, là, je vois un peu un problème en termes d'effectivité. Vous le dites en 2023 dans un blog, je vous cite, je vous ai traduit, Kleros n'est pas, vous l'avez dit aussi dans la présentation, Kleros n'est pas conçu pour remplacer les mécanismes légaux traditionnels, mais pour les compléter, afin de donner des solutions alternatives aux utilisateurs. Les défis subsistent, l'implémentation de Kleros nécessite que le cadre juridique et légal s'adapte, ce qui a été fait au Mexique, et évolue pour prendre en compte ces nouvelles méthodes de résolution de litige. En gros, l'effectivité de Kleros quand il y a un litige qui ne comprend pas les éléments crypto, qui n'a pas de crypto-monnaie qui serait dans un smart contract, je la vois un peu moins. Par contre, elle nécessite justement une évolution qui a été faite au Mexique. Et ma question, je résume, est-ce que tu penses que Kleros est vraiment utile pour résoudre et effectif, donc à produire des décisions qui sont exécutables, pour des litiges du monde réel? Est-ce que ça ne va pas rester quelque chose qui reste dans l'environnement crypto-économique et qui sert très bien à les litiges crypto-économiques? Par l'exécution automatique. Oui, dans un monde idéal, toute l'économie se passerait sur des plateformes numériques où toute l'exécution se ferait par des smart contracts. Peut-être dans 30 ans, ça va être ça et Kleros va être là pour. Ça, c'est la vision initiale de Kleros. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'économie numérique de smart contracts a avancé beaucoup moins de ce qu'on attendait au début. La réalité, c'est qu'on ne voit pas trop de gens en utilisant des Uber décentralisés, Airbnb décentralisés, e-commerce décentralisé. On avait commencé en 2017, notre vision c'était OK, il y a des gens qui vont faire cette plateforme décentralisée où tout va être fait sur des blockchains et avec des cryptos. Et ça ne se fait pas passer. La réalité, c'est que l'utilisation de la crypto, maintenant, c'est un peu sur la défi. Il y a des finances, il y a des stablecoins, mais on n'a pas encore vu les big tech se transformant en des plateformes décentralisées où on puisse exécuter les décisions par les smart contracts. Donc, ça, d'une partie. Et puis, aussi, il y a beaucoup d'industries qui, par leur nature même, sont dans le monde réel, par exemple le real estate. Et il y a beaucoup de situations, de litiges qui sont dans le monde réel, et même dans ce type de litige, on aura besoin que la loi étatique accepte Kleros comme une solution juridiquement valide. Et dans cette section,
Kleros, c'est un autre mécanisme de résolution de litige, comme il y en a d'autres. Kleros a, je crois, l'avantage que c'est très efficace, parce que tous les mécanismes crypto-économiques est très efficace. Et bon, vous savez qu'on peut résoudre des cas par des dizaines d'euros. Donc, dans tout ce marché, il y aura, je crois, une concurrence entre Kleros et la IA, et aussi une complémentarité entre les deux pour résoudre. Mais oui, si tu me demandes moi ce que moi je veux que ça se passe, oui, allons utiliser des plateformes décentralisées pour tout et utilisons Kleros pour résoudre les litiges. Alors, on a vu que Kleros résout les litiges hors du droit, dans le sens qu'on n'applique pas les règles de droit pour trouver la solution, mais qu'on cherche ce fameux point de shading, c'est-à-dire la solution qui s'impose de façon naturelle aux différentes parties. Donc, on n'est pas dans une résolution d'un litige en appliquant le droit suisse ou le droit américain ou le droit japonais ou je ne sais quoi, mais du bon sens quelque part, ou en tout cas une anticipation sur la solution de la majorité. Est-ce que ce type de solution pourrait finalement être prise, malgré peut-être ce point, pour juger des types d'actions qu'on ne connaît pas dans le système juridique suisse? Et je pense par exemple au class action. Est-ce qu'on pourrait envisager que soumettre un litige à Kleros qui pourrait résulter d'une class action serait intéressant parce qu'on obtiendrait une solution uniforme pour beaucoup de prétentions différentes ça permettrait ainsi finalement d'obtenir assez simplement une solution tout en sachant qu'on ne peut pas forcément déposer ce type d'action devant un tribunal suisse. Alors, qu'est-ce que notre spécialiste en pense? Ah oui, alors c'est vrai que ça c'est un point que j'ai examiné dans ma thèse aussi. Ça tombe bien. Pas forcément sur la class action, mais en tout cas on a cette problématique de... imaginons que vous êtes actionnaire d'une grande entreprise suisse dont les dirigeants ne font pas de l'excellent travail et dont le cours en bourse chute. On a cette problématique d'action collective, c'est-à-dire que dans la somme, le dommage est important, mais le dommage individuel de chaque actionnaire est insuffisant pour justifier une action de justice. Et ça, c'est une problématique que dans le système juridique étatique, on n'arrive pas à résoudre. Alors, aux États-Unis, il y a la class action avec les problématiques qu'elle engendre. Mais c'est là, je vois clairement un potentiel pour une plateforme comme Kleros qui, en gros, peut traiter ces litiges de masse et fournir une solution économique et rapide. Il y a des gens qui ont écrit un papier sur ça, il y a un temps, proposant de Kleros comme une solution pour les class action. Et en particulier, aussi, des class action de nature globale, ce qui n'est pas très normal. Et on pourrait faire une globalisation des class action, parce que parfois, pour revenir à Facebook, parfois les litiges sont entre utilisateurs qui ont été traités par Facebook et ils sont dans 100 pays différents. Donc, on n'a pas des outils pour faire ce type de class action, et peut-être Kleros, ce n'est pas quelque chose qu'on a trop étudié, mais je suis conscient que ça pourrait se faire. Je pense que la problématique toujours à ce moment-là, ce sera la possibilité d'exécuter une décision. Parce qu'on a beau avoir la possibilité de créer une décision à travers cet outil, reste la problématique de l'exécuter dans tous les États. Vous avez parlé tout à l'heure de la reconnaissance d'une décision faite par Kleros comme étant une décision d'arbitrage. Il y a la question de savoir est-ce qu'elle est qualifiée comme décision d'arbitrage selon la Convention de New York, oui ou non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore difficile de qualifier une telle décision comme une décision qui entre dans la Convention de New York. Alors on a toujours cette difficulté de vraiment exécuter la décision dans tous ces états. Oui. Ici, la réponse vient des incitatifs économiques. En fait. C'est un mécanisme qui existe dans d'autres ordres juridiques. Si je me souviens bien, les Pays-Bas ont instauré un mécanisme de transaction de groupe. Et en gros,
C'est un système d'opting out, c'est-à-dire que pour un litige de masse, vous avez des représentants des lésés et des représentants de l'auteur de l'œuvre qui concluent une transaction. Et le résultat de cette transaction est proposé à tous les lésés de masse. Et en gros, ce sont ces personnes qui choisissent soit d'accepter le montant qu'on leur propose, ou de refuser et de prendre le risque d'une action en justice. Et donc, si vous voulez, le caractère contraignant découle du consentement des parties au processus. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même un point fondamental. Ces plateformes, ça marche très bien à condition que les gens soient d'accord de participer de ce projet. Mais là, la question du caractère, on va dire, exécutoire et du reconnaissable selon le système juridique, système juridique nationaux, la question est potentiellement moins importante. Parce que dès le moment où on propose une solution qui satisfait le plus grand nombre, ces gens-là vont l'accepter. Et puis on a quand même une meilleure résolution du litige que si on a des lésés qui ne font rien du tout. Voilà. Donc on compte sur une exécution spontanée. Exactement. Alors la question là, c'est est-ce qu'une société, disons comme Facebook, contre laquelle une telle action pourrait être dirigée, est-ce qu'elle acceptera de se plier en fait à ce système? Et si elle n'accepte pas de se plier à ce système, quels seraient les mécanismes en fait, pour la forcer? Est-ce qu'on pourrait la forcer de se plier ou pas? Et en fait Kleros fonctionne aujourd'hui dans un système dans lequel elle a un pouvoir d'exécution à travers une sorte de compte escrow, comme on l'appelle, où les parties décident en amont du litige de bloquer des cryptoactifs, mais s'il n'y a pas ce consentement de toutes les parties, un tel mécanisme sera de la peine à être effectif, comme on le disait tout à l'heure, j'ai l'impression. Il y a une chose qui est intéressante, que ça dépend avec qui on présente Kleros, ils sont de réactions différentes. Ça, c'est ce qu'on doit voir. Et ça, c'est le jour au jour dans le business development. On va à une entreprise et on parle avec la personne du département juridique. Et la question c'est oh, mais est-ce que ça va être juridiquement valide? Est-ce que ça va être. Et puis, on parle avec les personnes du marketing. Oh, mais ça c'est génial parce que l'utilisateur ne va pas aller aux réseaux sociaux pour se comprendre contre le. Ça c'est génial, on doit utiliser ça. Donc, on a appris que la manière de vendre Kleros, c'est aller au marketing et pas aux avocats. Donc, si vous pensez, même les pays, la Suisse est un bon exemple. Si Kleros donne un bon système de résolution et les utilisateurs de l'Internet vont faire confiance, ils vont préférer d'aller aux plateformes qui ont Kleros et pas aux plateformes qui ont une boîte noire vraiment de décision. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on veut faire. Et ça, c'est ce que la Suisse a fait dans le monde des nations. Donc, on a un système juridique qui donne les gens en confiance. Et Kleros veut devenir la Suisse de la blockchain, si vous voulez. Puisqu'on parle de modération des litiges sur les réseaux sociaux et de boîte noire, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Est-ce que le système de modération des litiges, par exemple, sur une plateforme Facebook est transparente ou pas? Est-ce que l'intervention de l'IA change la donne? Est-ce que vous pouvez sur la modération des contenus, moi je rejoins toujours l'effectivité, c'est l'implémentation de la décision qui serait rendue par Kleros envers les parties. Donc ça rejoint ce que dit Sven, c'est une question. Sur Facebook, la modération des contenus est totalement centralisée, c'est la plateforme qui prend des décisions. 95% des décisions sont prises par des algorithmes qui implémentent directement la décision. Les utilisateurs ont la possibilité de faire appel de la décision et ensuite ils peuvent encore faire une fois appel devant ce conseil de surveillance de Meta qui ressemble aussi à de l'arbitrage mais qui n'en est rien, en tout cas n'est pas accepté comme de l'arbitrage. En fait on peut faire appel avec Kleros n'est pas forcément accepté comme de l'arbitrage, mais la loi, pour garantir l'effectivité de ces mécanismes, pourrait implémenter ou prévoir certaines conditions qui font que ces mécanismes ont une validité juridique dans le monde physique, donc ils sont effectifs en soi. Par exemple, la loi mexicaine prévoit qu'il faut un accord des parties qui acceptent de se soumettre de façon libre et éclairée. Je suis allé la lire avant la présentation, je suis tombé dessus. Donc, qui acceptent de manière libre et éclairée de se soumettre à la justice décentralisée.
Ensuite, il y a une décision qui est rendue. Cette décision doit être implémentée par un arbitre dans une sentence. Et ensuite, cette sentence, donc, avec toutes ces conditions, ce qui complexifie Cléros, qui à la base est aussi un mécanisme qui se veut simple, là, peut être exécuté en tant que sentence devant les tribunaux. Donc on voit qu'il y a, pour garantir cette force contraignante, il faut que la loi évolue, c'est ce que vous dites dans le blog que j'ai cité, il faut que le cadre légal s'adapte. Pour moi, c'est la solution. Sinon, ce sera une effectivité qui restera dans le monde de la blockchain, qui sera exécutée par les smart contracts et qui ne pourra pas déployer des effets devant les tribunaux et qui ne sera pas légitime, en tout cas devant ces tribunaux, mais qui peut l'être pour les parties, mais pas pour les tribunaux. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, pour moi, les réseaux sociaux centralisés comme Facebook, les décisions de modération, je ne vois pas comment Cléros pourrait imposer cette décision à la plateforme Facebook. Par contre, des réseaux sociaux décentralisés sur la blockchain, là je vois le potentiel, ou des réseaux qui se soumettraient volontairement à la juridiction de Cléros. C'est pas que Cléros va imposer une décision sur Facebook, c'est que Facebook pourrait déléguer certaines décisions. Ça leur convient du point de vue du marketing ou du point de vue juridique ou... Vous avez une intervention. Oui, c'était une question pour Monsieur le juge. Est-ce que vous pensez que si on venait à devoir modifier la loi pour pouvoir implémenter le même système en Suisse, est-ce qu'il y aurait besoin d'une intervention d'un arbitre entre Cléros et vous, ou est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir directement venir auprès de vous comme on peut le faire maintenant avec des négociations ou de la médiation? C'est une bonne question. Ça dépend un peu du résultat qu'on présente au tribunal. Les parties peuvent soumettre aussi une convention simplement et la faire ratifier par le tribunal. Mis à part dans les domaines un peu sensibles de la famille, il n'y a pas vraiment de contrôle sur le contenu de la convention. Donc il faudrait simplement. Après, la question qui se pose en réalité, c'est qu'est-ce qui se passe si on a une sentence qui n'est pas acceptée par une partie de sa mise en œuvre. Je crois que je manque d'informations pour répondre de manière tout à fait éclairée sur la question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris encore le mécanisme de sélection des arbitres dans le système de Cléros. J'ai compris que ces personnes étaient tirées au sort. Si on prend un cas, le premier cas du monde, c'est facile. Vous avez un pool d'arbitres qui sont sélectionnés, il y en a 3 qui sont tirés au sort, si j'ai bien compris. Par la suite, est-ce que ces personnes, est-ce que le pool reste le même tant que la personne ne sort pas parce qu'elle a perdu trop d'argent, parce qu'il a mal jugé, il ou elle comment dans la succession des affaires, est-ce que ces personnes sont choisies? Est-ce qu'on a une garantie de diversification quand même, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va choisir que ceux qui jugent de la même manière, et au final, tout à la fin de la chaîne, vous n'avez plus que 3 personnes qui sont sélectionnées? C'est une très bonne question. Donc il y a des différentes manières de faire ça. La façon pure de Cléros, c'est ce sont des décisions anonymes, on ne sait pas qui ils sont, la seule chose qu'on voit, c'est une adresse de Ethereum, et c'est ça. Et cette adresse a déposé cette certaine quantité de jetons dans le smart contract pour être tiré au sort, et ça c'est tout. Donc, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on pourrait tirer au sort des gens, mais seulement entre eux qui sont de localité géographique, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez que seulement des gens qui habitent dans Neuchâtel soient tirés au sort. J'ai parlé du Mendoza et des expériments qu'on est en train de faire là-bas, et ils veulent que les jurés soient des résidents dans Mendoza. Donc ils doivent aller à une office de public et dire ok, moi je suis de Mendoza, ça c'est mon QR code avec mon adresse d'Ethereum. Donc, et puis il y a l'adresse liée à cette identité en Mendoza. Et maintenant, on peut s'assurer que seulement des gens de Mendoza. Vous voulez que seulement les avocats soient tirés au sort, on peut aller à la barre du barreau des avocats et le barreau va certifier que cette adresse d'Ethereum est d'un avocat au barreau. Et on peut faire ça aussi. Ce sont des sophistications qu'on a ajoutées au fur et à mesure qu'on veut travailler dans le projet, parce que ça répond à des différentes questions qu'on nous pose des clients, et parfois, et puis aussi du gouvernement. Donc, c'est plus sophistiqué qu'avant. Merci. En fait, si je pose la question, c'est que, en tout cas, si je réfléchis à l'arbitrage, alors
c'est pas un domaine que je pratique. J'ai encore jamais eu de requête qui me demandait de reconnaître une sentence arbitrale. Mais il faut que la sentence présente certaines garanties, notamment l'indépendance, le respect des règles de procédure, le résultat. Alors c'est un contrôle qui reste superficiel, mais il faut que la sentence ne soit pas arbitraire dans son résultat. Et j'imagine que le contrôle auquel on soumettrait une sentence d'une conférence serait similaire. Donc, il y aurait des principes fondamentaux de procédure qui seraient appliqués à l'examen de cette sentence en vue de sa connaissance. Quels seraient les principes, a priori, qui pourraient peut-être poser problème? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe Je ici? pose la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Les partis font un accord qu'ils veulent qu'un singe sort avec une pièce de monnaie et accepte de manière volontaire d'exercer la résolution. Est-ce que ça serait valable ici? Il y a des limites à la liberté contractuelle. C'est compliqué de se soumettre à des choses qui violent le droit de la personnalité, le droit fondamentaux. Parce que, il y a des limites à la liberté contractuelle, donc ça peut être. Après ça, on est dans le cadre matériel, on n'est pas dans le cadre procédural. Et je pense que le contrôle de la sentence arbitrale se limitera justement à des motifs d'ordre procéduraux, en tout cas dans le cadre de l'annulation d'une sentence. On n'est pas dans le même cadre. On est dans le cadre de l'annulation d'une sentence en application de la LDIP, du CPC, ou dans le cadre d'une reconnaissance, une demande de reconnaissance et d'exéquature en application de la Convention de Lugano, de New York, pardon. Et là, on se limite à des motifs d'ordre procéduraux, donc on ne va pas aller contrôler le contenu de la sentence, selon moi. Sauf si on consiste le pouvoir public, matériel, peut-être. Je m'enseignais mon principe fondamental de procédure et j'ai des mains qui sont levées. Alors, je crois une main là. J'ai une question naïve. C'est une question naïve, mais pourquoi les jureurs de Cléros doivent être anonymes? Et pas forcément. Ils doivent avoir la possibilité d'être anonymes parce qu'il y a une situation où les partis peuvent vouloir les intimider sur les réseaux sociaux pour qu'ils votent de la manière que pour faire gagner une partie. C'est un peu ça la raison. Mais si un jury veut dire son identité, ce n'est pas un problème. Et il y a des jurys qu'on sait qui ils sont. Mais aussi, je crois que une raison, c'est que Cléros est né dans le monde de crypto. Et dans le monde de crypto, aussi l'anonymat est une valeur très, très importante. Ça, c'est aussi un peu une valeur cypherpunk. Mais il pourrait ne pas être anonyme aussi. Je voudrais aller un point. Et à la fin de tout, c'est un marché de justice. Et dans le marché de justice, il y a des rémunérations. Dans le cas des jeux étatiques, c'est l'État qui paye les jeux. Dans le cas de l'arbitrage, c'est une part privée qui paye l'arbitrage. Mais il y a une autre façon de rémunération qui c'est la réputation. Et dans le cas de l'arbitrage, c'est très important. La réputation a-t-elle une influence sur le tirage au sort des jurys? Bon, ça, ce sont des choses que nous sommes en train de rechercher. Nous avons beaucoup de recherches techniques. Donc, quand on a commencé, il n'y avait pas une façon de s'assurer qu'une adresse Ethereum, c'était une personne, parce qu'une personne pouvait contrôler plusieurs adresses Ethereum. Puis, nous avons développé un protocole qui s'appelle Proof of Humanity pour nous assurer qu'une adresse est contrôlée par une seule personne et qu'il n'y a pas une personne contrôlant une seule adresse. Donc, ça, c'est une chose qu'on a déjà fait. Et puis, une fois que vous savez cette technologie, on peut dire, OK, maintenant, cette personne, cette adresse, qui c'est une personne, va avoir une réputation qui va se représenter sous la forme d'un type de token spécial et non transférable. Et donc, si cette personne va voter beaucoup de fois de manière incohérente, bon, tout le monde va pouvoir voir que cette personne n'est pas cohérente. Et donc, comme vous dites, il y a un marché de justice et le marché répond à ce que le client veut. Qu'est-ce qui se passe si le client dit, OK, moi je veux que dans cette cour que moi j'ai créée, que moi je veux payer, et je veux seulement des gens avec des réputations de plus de 4,5 étoiles.
avec cette technologie, ça pourrait se faire. Et comme moi aussi je dis, Kleros, c'est un système qui est permissionless. N'importe qui peut créer des cours à Kleros, peut créer des litiges à Kleros. Et moi, je ne suis pas le propriétaire de Kleros, moi je suis fondateur, mais c'est la communauté, à travers un mécanisme de gouvernance, qui va faire des décisions sur tout ça. Et les gens peuvent créer une cours qui va répondre à ce besoin s'il y a un marché pour ce type de besoin. Il y a une autre chose. Dans la justice étatique, la personne qui cherche la justice, elle peut dire « je ne veux pas cette juge dans ma cas ». Elle peut dire ça sans raison, quelque part. Dans les cadres de l'arbitrage, c'est des parties qui veulent la justice, elle peut dire bon, « je voudrais que mon arbitrage doit remplir cette condition ». Dans le cadre de Kleros, il n'y a pas le droit de refuser, il n'y a pas le droit de choisir les conditions que l'arbitre doit remplir. Donc il y a un truc à nourrir. Mais l'arbitre, oui, l'arbitre a à remplir des conditions de connaissance de litige pour ne pas perdre l'argent. Dans le cas plus pur de Kleros. Si l'arbitre dépose son jeton et choisit dans une cour où il n'a aucune idée de ce que c'est le litige, il va perdre son argent très vite. Donc il va disparaître du système. Dans le système un peu plus sophistiqué, on peut demander à cette personne vous voulez être dans la cour de litige de Neuchâtel? Ok, on va vous demander, prouvez-nous que vous savez passer le barreau de Neuchâtel, l'examen du barreau. Donc on peut faire ça. Et puis, les gens vont décider si pour leur litige ils veulent aller à la cour où il y a des jurés anonymes ou à la cour où il y a des jurés dans le barreau de Neuchâtel, même pour le même type de litige. Et peut-être, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura deux cours qui résoudront le même type de litige, mais une d'elles, c'est des anonymes, et l'autre, c'est des avocats certifiés, mais on voit que la cour d'anonymes arrive aux mêmes décisions, mais ça coûte la moitié que l'autre. Donc, le marché va décider ce qu'il veut dans ce type de cas, mais ça peut se passer. Est-ce que, je peux juste une question, est-ce que l'anonymat des jurés potentiellement est importante pour éviter qu'ils discutent entre eux pour choisir la solution majoritaire et donc unanime? Est-ce que c'est aussi un élément important? Pour le selling point. C'est peut-être un facteur, mais à la fin, ça, c'est pas très important parce que la personne qui va faire la décision, le juré, son incitation n'est pas de décider comme les autres deux jurés de son même rang. Il doit décider comme potentiellement le dernier juré va décider au cas où il y aurait un appel à 500 jurés, donc à la Cour suprême. Donc, ce que le jury individuel doit penser, c'est, ok, si ce cas irait à la Cour suprême, comment est-ce qu'elle va décider? Ça, c'est la citation et à être en cohérence avec ces derniers cours d'appel et pas avec. Parce que ça serait plus facile avec les. Il faut demander aux gens, les gens doivent se demander qu'est-ce que ça serait le consensus de la communauté sur ce cas. Et aussi, ça les oblige aussi à empathiser un peu, parce qu'ils doivent penser que la communauté a une diversité, et ce qu'ils doivent penser, c'est qu'est-ce que ça va être le consensus de cette communauté diverse sur ce cas. Il y a beaucoup de subtleties, on dit en anglais. Ouais. Et donc, les trois jurys de base ne se retrouvent pas dans la Cour suprême? Non, mais le jeton qu'ils déposent, ils vont le récupérer ou pas à la fin. À la fin. La décision est finale. Ouais. D'accord. J'avais une intervention de votre part. Merci. Disons, en me projetant et puis en regardant cette plateforme, je comprends très bien son utilité, comme ça a été expliqué par vous-même, le panel pour justement la crypto-économie de manière générale. Mais projeter cette plateforme sur notre société, sur notre système juridique actuel,
me pose plusieurs problèmes donc, du point de vue procédural, des différentes garanties qui existent dans le système juridique étatique. Est-ce que c'est, ça je vous pose la question à vous cette fois-ci, est-ce que vous recherchez donc à remplir ces différentes conditions afin de pouvoir être reconnu comme une sentence arbitrale, parce que j'ai pu comprendre que c'était aussi une de vos volontés, ou alors vous voulez garder ce cléros pur, comme vous le dites, et voilà, sans citer les incentives économiques uniquement qui peuvent peut-être poser problème, et la sélection des juges, l'impartialité, pour lancer quelques thématiques. Notre but, c'est de construire un système le plus flexible possible pour qu'il puisse adresser la plupart des cas d'utilisation possibles. Pour quelques cas d'utilisation, le système pur, c'est mieux, mais il y a des fois que ça ne marche pas pour des raisons. Parfois parce que ce n'est pas compliant avec la régulation de certains pays, et parfois parce que les gens considèrent que c'est trop bizarre. Non. On nous pose la question, qu'est-ce que vous voulez dire que n'importe qui de l'Internet va résoudre mon litige? Non, moi je veux qu'il y a des gens, je ne veux pas savoir qui c'est la personne, mais je veux savoir que les personnes qui sont tirées au sort appartiennent à un groupe X qui a certaines qualifications. Donc, notre but, c'est de construire un mécanisme qui est très flexible pour que, après, les gens vont choisir quel type de système ils veulent pour leur type de litige. Comme ça, on peut adresser les litiges du monde de crypto qui sont un peu plus volontiers d'accepter les systèmes purs parce qu'ils sont habitués à des mécanismes différents. Et aussi, on peut adresser le litige du monde plus traditionnel. Ouais. Je comprends, je vais m'en répondre, mais est-ce que vous n'allez pas perdre peut-être votre légitimité, votre avantage sur les autres, c'est-à-dire qu'un système simple, efficace, économique, et là vous dites qu'on peut implémenter ce que l'on veut, donc tous ces mécanismes procéduraux, est-ce que vous n'allez pas devenir juste un pendant de justice étatique qui fonctionne peut-être moins bien, je dirais? C'est une bonne question, et c'est un peu un trade-off entre si le monde aurait si le monde de crypto aurait cru comme on attendait quand on commençait avec le projet, peut-être le système pur de Klaus, ça serait suffisant. Mais la réalité, c'est qu'un point très grand de friction pour l'adoption, c'est que les gens, les clients veulent un système qui n'est pas le pur dans beaucoup de cas. Parce qu'ils sont habitués à une autre chose. Donc ce que moi je crois que va se passer, c'est que beaucoup vont commencer avec le système un peu hybride, si vous voulez, et puis quand ils apprennent comment ça connaît, peut-être qu'ils vont essayer le système pur, peut-être qu'ils vont l'aimer, peut-être qu'ils ne vont pas. Par définition, presque le système pur va être moins cher que le système hybride, parce qu'il y a une quantité plus grande de jurys qui peuvent être tirés, donc l'offre de jurys est plus grande et donc le prix va être moins cher. Donc, mais un peu, ça c'est un peu là les discussions qui existent même dans l'équipe, dans le sens dans les gens qui viennent du point de vue de computer science et puis les développeurs. Oh non, ça c'est la façon correcte de construire ça, c'est la façon pure. Même si les gens ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, ce sont des tensions qu'il y a même dans notre communauté de Claros. Mais c'est une très bonne question. Si je veux juste intervenir aussi là, parce que c'est très intéressant. Et moi, je pense qu'en fait, là où on en vient, c'est quel est le sentiment de justice de la communauté qui utilise l'outil. Parce que si on prend en fait la communauté blockchain qui est la communauté qui utilise aujourd'hui le plus Kleros, je pense que le sentiment de justice il est tout à fait respecté avec ce type d'outil parce que en fait quelle est l'alternative aujourd'hui? Mais il n'y en a pas vraiment. Une autre alternative ce serait d'utiliser, de passer par les tribunaux étatiques. Et je pense qu'en fait, on n'aurait absolument pas de justice à ce moment-là, parce que la première chose, ce serait l'accès à la justice au niveau des coûts, qui sont très importants. Et le deuxième point, ce serait aussi la compréhension des juges aujourd'hui par rapport à la technologie blockchain, de la crypto-économie, qui n'est toujours pas là aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, dans une communauté blockchain aujourd'hui,
Kleros est certainement l'un des outils les plus à même d'amener ce sentiment de justice, même s'il n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'une communauté peut accepter en fait les mécanismes crypto-économiques comme étant justes, parce qu'au final, ils ont quand même une réponse, ils ont quand même on a quand même traité leur cas, et même si ils ont perdu, comme tu disais tout à l'heure, eh ben, 80%, 90% des utilisateurs reviennent, parce qu'en fait, au final, on a quand même traité leur dossier, on a traité leur cas, et on a rendu justice. Même si ils ont perdu, on a rendu justice. Ouais. En fait, bon, je ne parle pas forcément selon mon rôle, mais disons, je peux quand même abonder dans votre sens. Et aussi pour réagir aux préoccupations liées à l'indépendance des tribunaux et des autres garanties de procédure. Je crois que le jour où l'État proposera aux particuliers deux voies, une avec une justice peut-être avec moins garantie, un petit peu automatisée, on demande aux particuliers d'avancer 200 francs, et qu'on propose une autre voie avec les tribunaux traditionnels avec une avance de près de 2000 francs, il y aura beaucoup de litiges qui passeront par la cour. C'est sûr qu'on est, en plus aussi par notre formation, on est imprégné de ces préoccupations, mais le critère économique ne peut pas être ignoré. Bien sûr, ouais. Et puis, j'aborde aussi dans l'autre sens, dans le sens où on voit aussi l'avantage de Kleros, c'est sa flexibilité, ce sentiment de justice. On voit aussi que même les catégories juridiques qu'on connaît évoluent en fonction de ces besoins qui sont besoin de justice plus rapide, etc. L'arbitrage accéléré, par exemple, ici, c'est un arbitrage qui va plus vite. Il y a l'arbitrage ultra accéléré qui est en train d'être adopté justement pour permettre d'aller beaucoup plus vite en payant moins. Ça fait écho à Kleros, justement. On voit que, aussi, un aspect intéressant, c'est que la technologie a peut-être une influence sur le droit et sur nos catégories juridiques. Je disais un auteur qui disait que la technologie casse les catégories juridiques telles qu'on les connaît. Blurring the boundaries of, c'est ce qu'il disait, catégories juridiques, donc l'arbitrage, la médiation. Et je trouve intéressant d'avoir un système juridique qui s'adapte justement aux besoins peut-être des justiciables, en faisant évoluer les catégories juridiques. Et pour moi, c'est peut-être c'est peut-être faux d'essayer de qualifier Kleros comme... moi, je l'ai fait dans mon ordre de master, donc peut-être que j'ai fait faux. Mais de vouloir qualifier Kleros en tant qu'arbitrage, médiation, en fait, pour moi, c'est des catégories à part, c'est une voie alternative, et qui cache justement notre vision traditionnelle du droit et des catégories de résolution du litige. Non, aussi, il y a une autre chose. Et même pour les communautés ultra-blockchain, beaucoup de communautés se voient comme en construisant un État virtuel. C'est ce qu'on appelle network state maintenant. Et donc, ils voient Kleros comme un système judiciaire pour leur État virtuel. Et il y a maintenant des pays, par exemple l'Irlande, c'est un pays qui est privé, et ils veulent Kleros comme un système de résolution de litige, mais comme c'est un État, ils voient ça comme un système de justice officiel du pays. Et quand ils nous demandent d'utiliser Kleros là, pour faire l'implémentation, eux, ils veulent utiliser, non pas la version pure, ils veulent utiliser, on veut seulement que les citoyens de notre État, ou de notre DAO, soient autorisés à faire des décisions. Donc, même dans les plus hardcore blockchain, ils sont dans leur mentalité de comment un système de justice doit marcher. Ils veulent que leurs propres citoyens soient autorisés à participer. Ça, c'est très intéressant. Et ce que je pense, en fait, bon, ça, on faut prendre le côté étatique, et je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais, Lionel, à mon avis, il faut que le droit évolue avec la technologie. On a un problème qui a été posé tout à l'heure, qui est le fait que la justice coûte très cher, et on est en manque, je pense, de juges dans la société, et beaucoup de cas prennent trop longtemps à être jugés, et ce qui freine l'accès à la justice. Donc ça, c'est le problème de base. L'une des solutions, ce sont ces alternatives de résolution des litiges, qui sont aujourd'hui un peu boostés par la technologie. Et on a des exemples dans ces communautés bien des communautés crypto avec Kleros,
Et en fait, peut-être que ça va pousser à faire évoluer le droit. Et je pense que c'est au législateur aussi de se rendre compte en fait, du problème de base, de voir les solutions qui sont à disposition. Et ben voilà, le Mexique fait certains premiers pas dans cette direction. On a aussi en Chine aussi, dans l'État où Alibaba, enfin dans la contrée où Alibaba est incorporée, il y a aussi une cour un peu dématérialisée, même si ce n'est pas de la justice décentralisée, c'est une cour qui est un peu dématérialisée parce qu'ils sont confrontés à des milliers de conflits par jour, et donc le droit s'est adapté dans cette contrée de Chine. Et je pense que en Suisse, on peut aussi s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Neuchâtel, on a cette fameuse DAO, qui permet justement d'enregistrer. En fait, les membres de DAO sont des personnes qui sont domiciliées dans le canton. Et donc, on a déjà en fait l'instrument que tu mentionnais, qui permet d'avoir une DAO limitée, dont les membres sont limités aux personnes sur un territoire. Et on pourrait dire que seules les personnes inscrites dans le DAO, ou plus précisément qui ont un jeton de DAO, pourraient participer à une cour qui arriverait des litiges contre Neuchâtelois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait une bonne idée ou pas? Cette fameuse justice de la foule neuchâteloise pour les litiges typiquement neuchâtelois. On est loin de mes préoccupations de base, mais de droit dans le privé. Mais ce serait intéressant d'avoir une foule locale et pas internationale. Et sage, la sagesse neuchâteloise. C'est le rejet des juges étrangers finalement. Sérieux. Mais non, mais c'est une question fondamentale à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il faut des magistrats spécialisés ou est-ce que finalement la justice rendue par le peuple pour le peuple fonctionne aussi? Voilà, vous utilisez des mots grecs pour décrire votre structure, mais même en ne remontant pas aussi loin que ça, on a des exemples en fait dans les cantons suisses également de justice rendue par le peuple. La Landsgemeinde était une autorité judiciaire dans les villes des cantons suisses. Ce sont les petits et grands conseils qui rendaient la justice également, donc c'était à la fois le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La différence avec Cléros, c'est que la justice était rendue sous le tir de la justice ou sur la place publique. Mais voilà, aujourd'hui on n'est pas dans cette modalité-là, parce que depuis la Révolution, on garantit la séparation des pouvoirs, mais c'est quelque chose qui existait. On va savoir si c'est mieux ou moins bien. On avait des instants de sagesse populaire, hein, il n'y a pas si longtemps, qu'on pourrait finalement reprendre à la mode technologique. C'est intéressant. Il y a une chose pour réagir à ça, parce que quand on parle de la sagesse de la foule, bon, mais c'est très important de penser quel est le mécanisme. Laisse-moi amener un exemple qui n'est pas de la justice pour faire ça plus simple. Donc, il y avait, au début, on avait des encyclopédies, on avait Britannica, Encyclopédie Britannica, et tout le monde utilisait ça. Et un jour, on vient avec Wikipédia. Les gens disaient, mais ça va jamais marcher. Des gens anonymes vont écrire des articles d'une encyclopédie, ça va être n'importe quoi. Mais ça a marché. Pourquoi? Parce que Wikipédia a abouti, on construit un système de citation, un mécanisme qui marche. Et marche beaucoup mieux et beaucoup plus efficace qu'une entreprise où il y a un éditeur qui embauche des écrivains pour différents articles. C'est un peu, la logique c'est la même, c'est un peu Cléros, c'est un peu le Wikipédia de la justice. Donc c'est un mécanisme qui est différent, qui est potentiellement plus efficace, mais on doit comprendre le mécanisme de la foule sous ce mécanisme particulier. Pas, venez, on va résoudre les litiges, non. C'est résoudre les litiges dans ce mécanisme avec ce type de citations qui sont très spécifiques et où on met beaucoup de recherche aussi. L'expérience est très importante aussi. Il y a un aspect encore, je réfléchis en même temps, mais un aspect où la justice populaire
peut rencontrer des difficultés, je pense, c'est la construction en fait, de l'état de fait sur laquelle on agit. Et en fait, c'est un grand travail qu'on fait en tant que magistrat, c'est la conduite de la procédure et puis la constitution du dossier. Il faut respecter l'égalité des armes entre les parties. Il faut faire en sorte que les choses avancent de manière organisée, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas écrire n'importe quoi, etc. Il faut auditionner les témoins, il faut constituer cet état de fait. Lorsque vous avez un litige qui concerne la blockchain, en fait, c'est des choses qui sont en quelque sorte figées, j'ai l'impression. En tout cas, le code est clair pour tout le monde. Et puis, là, je crois que effectivement, c'est un domaine où on a besoin de professionnels encore. Simplement pour cette étape-là, qui précède la prise de décision en tant que telle, mais pour constituer le corps sur lequel il faut se mettre d'accord sur la base sur laquelle on décide. Et on a beau promouvoir des mécanismes de résolution rapide, je ne suis pas sûr que là, on arrive à gagner du temps et de l'argent par rapport à la justice. En tout cas, pour les états de fait qui sont pas simples. Oui, l'importance de l'établissement des faits. Je me fais une question, qui établit en fait? J'ai compris que les parties donnaient leur version d'état de fait. Il y a quand même une rubrique générale. Qui établit cette rubrique générale de fait? Pour résumer la partie, parce que les parties peuvent faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui doit intervenir pour éviter que les parties fassent n'importe quoi. Et un consommateur par rapport à un professionnel qui ne saurait pas résoudre son litige. J'ai un peu raconté ça quand je parlais de la FinTech, où il y avait l'utilisateur qui écrivait sa réclamation un peu n'importe quoi parce qu'il ne sait pas trop comment l'expliquer. Et ce qu'on croit que c'est la IA qui va aider là. Donc, toi, tu vas faire ta réclamation, et tu vas lui dire, même par audio, tu vas lui dire à ton IA, et bon, ça c'est ce qui s'est passé, et voici mon capture d'écran, voici. Et puis la IA va construire une déposition qui est plutôt bien. Et donc, ça c'était impossible parce que si tu avais à ajouter un avocat pour aider les gens à faire la réclamation, c'est trop cher. Donc ça, mais la IA le fait très bien et nous on utilise la IA maintenant pour ça. La IA c'est un peu l'avocat de l'utilisateur dans ces types de litiges. Là je vais partager des expériences personnelles, mais par rapport à l'IA, je suis très partagé parce qu'à la fois je vois le potentiel pour le justiciable. C'est un outil aussi de démocratisation. On donne l'accès à la justice à des personnes qui n'ont pas forcément les codes pour s'adresser. J'ai eu en tout cas une fois une tentative de conciliation qui a échoué parce que la personne avait mis son dossier dans ChatGPT et en gros elle avait réponse à tout. Donc c'était impossible de trouver un point de discussion pour faire avancer les gens. Sa position était ferme et établie par la machine. Voilà. Donc là, on ne contribue pas à la résolution rapide des litiges. Et puis l'autre chose, c'est que pour l'expérience aussi d'utilisateur passif, c'est-à-dire que je reçois pendant une requête rédigée par ChatGPT, pour l'instant, on les reconnaît encore, que vous savez. Et c'est un outil qui est très performant, mais qui ne voit pas. En fait, la machine ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Donc elle utilise les informations qu'on lui donne, mais par exemple, si vous avez un contrat d'entreprise et vous faites valoir un défaut de l'ouvrage, si vous ne dites pas à la machine à quel moment vous avez fait l'avis des défauts, ben la demande en justice ne mentionnera pas ce fait. Et vous prenez votre procès alors que peut-être sur le fond, vous avez tout à fait raison, la demande est construite. On part sur la base des éléments donnés. On ne peut pas aller chercher d'autres éléments, elle n'a pas non plus la capacité pour l'instant de demander les éléments complémentaires nécessaires. Oui, ChatGPT est plutôt massif depuis 3 ans. Imaginez-vous, 3 ans, l'avance qu'il va faire. Est-ce que l'un d'entre vous a une question ou une intervention, monsieur? Vous aviez là. Pour les IA, il y a pas mal de biais ici. Il faut être au courant de ces biais. Et puis je voudrais même que sur l'une de vos diapositives, là, vous parlez, je crois, du joueur de foot qui a fait une faute. La manière dont vous avez formulé la question, elle est fondamentale. Quand on la lit, on voit qu'il y a quand même une orientation pro-Argentine.
Là aussi, ça peut avoir une influence. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais là aussi, on voit que l'établissement des faits est fondamental. Donc là, j'utilise juste cette diapositive pour souligner ça. Là encore, je pense qu'il y a du travail à faire, mais le potentiel est immense, et ça, je le conçois. Nous sommes encore un peu tôt pour ça, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être un procès claros pour décider quelle est l'épreuve qui sera acceptée dans le vrai procès. Donc, on peut faire des mécanismes, une combinaison de différents procès. Un procès pour décider quelles vont être les preuves acceptées, et puis le procès. Donc. Mais nous n'avons pas encore. Claros a résolu déjà à peu près 2000 cas. Donc, on a besoin de beaucoup plus pour commencer à penser à ce type de problème. J'ai juste une question par rapport à ça. Quelle est la valeur moyenne, parce que je ne sais pas si vous avez des statistiques là-dessus, quelle est la valeur moyenne des litiges? Est-ce que cette valeur monte avec le temps? Donc ça dépend, parce que dans les litiges de consommation, dans la fintech, comme j'avais expliqué, ce sont plutôt $100 plus ou moins. Dans l'assurance, c'est peut-être 1000, 1500 €. Donc, il y a quelques cas qui ont venu du monde crypto, qui sont des cas exceptionnels. Un cas en particulier a été résolu par Claros, il y avait 2,5 millions d'euros d'accord. Mais c'était un litige de la blockchain. Donc, ça, c'est beaucoup d'argent. Et exécuté directement par le mécanisme. Directement. Ça venait, c'était un smart contract qui allait distribuer. C'était un litige aussi très, très spécial. C'était un marché prédictif. Il y avait un pari sur qui va gagner l'élection, si Trump ou Biden, 2020. Et vous vous souvenez qu'il y a eu toute une discussion, Trump n'a pas accepté. Donc, la décision du jury est est-ce que Biden a gagné ou pas? Et vous imaginez, ce n'est pas aussi un bon cas d'utilisation parce que ça a une sorte de constitutionnel, une droit constitutionnel très complexe. Ce n'est pas pour que n'importe qui de l'Internet. Et puis, aussi, ce sont des cas très politisés parce qu'il y a comme deux équipes, équipe Trump, équipe Biden. Et puis, mais, comme je vous dis, Claros, c'est un système permissionless. N'importe qui peut créer des niches dans le système. Donc, moi, je ne recommande pas d'utiliser pour ça. Mais, si vous voulez... D'autres interventions, une autre question? Encore une question difficile qui touche à l'interprétation des faits, c'est la survenue de plus en plus de deepfake. Yeah. Alors ça, c'est un gros problème parce que l'IA peut aider pour établir des narratifs au niveau des faits, mais qui ne seront que des narratifs. Et là, c'est la question de la réalité matérielle du fait sous-jacent qu'on essaie d'interpréter. Et dans le cas, par exemple, de la confrontation sportive avec l'Argentine, bon, l'IA, on sait structurellement un problème de vision dans l'espace. Donc l'être humain est parti pour avoir pendant encore longtemps une grande longueur d'avance pour voir clairement ce qui se passe et donc avoir une interprétation derrière qui sera beaucoup plus cohérente avec ce que nous tous on peut percevoir. Les machines sera plus performantes sur du texte. En revanche, si maintenant on crée des deepfakes et on arrive maintenant à faire des deepfakes où il est impossible d'être certain à 100% de leur nature, on arrive simplement à un degré de probabilité. Et ce degré de probabilité risque de devenir de plus en plus indétectable avec le temps. Alors ça, j'imagine que ça doit être un de vos grands enjeux, vous réfléchissez déjà là-dessus, mais est-ce que vous avez des pistes, est-ce que vous avez déjà eu des cas, vous avez des suspicions par exemple? Donc, moi j'ai expliqué qu'on a un produit qui c'est Proof of Humanity, et c'est pour vérifier qu'un compte d'Ethereum est contrôlé par un humain. Comment est-ce qu'on fait cette vérification? Bon, parce qu'il y a un humain qui doit envoyer une vidéo qui dit « moi je suis la personne qui contrôle ce compte », et parler à la caméra, et donc quand on a commencé ça, les deepfakes n'étaient pas encore trop développés, mais ça avance. Ce que moi je crois que va se passer, c'est qu'il y aura une espèce de comme la guerre nucléaire, une carrière de course où il y aura des meilleurs deepfakes et des meilleurs outils de détection de deepfakes. Et oui, il y aura des situations où on ne se rendra pas compte, mais aussi il y a des passeports fake dans le monde réel et il y a un pourcentage
le monde n'est pas parfait et bon, il y aura un pourcentage de choses que vont passer par là. Et oui, ça c'est la meilleure réponse que j'ai. Donc la mise, c'est de toujours être au top de la technologie en matière de détection pour rester dans... Ça va être IA contre IA. La détection des deepfakes, ça va être IA créant deepfakes, IA détectant deepfakes, les meilleurs modèles. Et puis, il y aura des choses qui vont se résoudre au niveau, pas de la détection, mais au niveau de... Ok, maintenant, je sais que ton profil est 60% deepfake, mais 40% humain. Dans quel type de situation je suis prêt à engager avec toi, sachant ce pourcentage de risque? Et donc, ça, c'est un peu mon appétit de risque à décider si 60% c'est suffisant pour moi ou pas. Je crois que ça va se passer. C'est vrai que la question est deepfake, qu'elle soit traitée par Kleros, par un juge humain, ça ne va rien changer, hein. On a probablement les mêmes difficultés. Bien, je crois que oui, vous avez une première. J'ai une question par rapport à la protection de données personnelles des utilisateurs. Ouais. Est-ce que Kleros a des mesures pour protéger telles données personnelles? Donc, dans le cas pur de Kleros, seulement les jurés doivent seulement utiliser une adresse d'Ethereum. Donc, personne ne sait qui est derrière cette adresse. Si c'est une personne, si c'est pas une machine lavée ou n'importe quoi, parce que ça, c'est une adresse. Donc, puis les parties qui doivent envoyer les informations, et moi j'ai dit que, avant j'ai expliqué qu'on utilise des logiciels qui anonymisent l'information des parties dans les litiges. Et l'IA est très bon pour ça. Nous savons par exemple des litiges d'assurance où il y a des informations personnelles, des personnes qui ont allé à l'hôpital et il y a cette intervention. Donc ça, la IA peut éliminer tout ça. Donc, quand les utilisateurs sont obligés de présenter des évidences, par exemple, si on a besoin de connaissances de la IA et des données personnelles pour résoudre le cas, c'est peut-être pas un bon cas pour Kleros. Ça, c'est mieux pour aller à un système d'arbitrage traditionnel. Parce que n'oubliez pas que les jurés qui vont voir le cas, comment est-ce que vous savez qu'ils ne vont pas... Une fois qu'ils ont accès à l'information, ils ont dans leur ordinateur, ils peuvent faire n'importe quoi avec cette information. Si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de problème avec les données personnelles, ou ne mettez pas ça sur Kleros, ou anonymisez si possible. Et nous avons fait des expériments pour voir si on peut mettre des seaux d'eau pour voir si... mais ça ne va pas résoudre le... Je crois que... Alors c'est une sorte de zéro consensus, n'est-ce pas? What? Zéro consensus, zéro protocole, zéro knowledge. Ah, zéro knowledge proof, oui. Mais zéro knowledge proof, ça peut servir par exemple pour la situation où vous voulez savoir qu'il y a un juré qui est part de ce groupe de jurés, mais sans savoir qui est la personne particulière. Ça c'est pour le zéro knowledge proof. Mais si vous voulez, si vous avez besoin que les jurés connaissent l'information du cas, ça, vous ne pouvez pas le faire avec le zéro knowledge proof. S'il y a des données personnelles, confidentielles, secrets d'État, bon, c'est pas pour Kleros. Bien, je crois que, sauf si quelqu'un a quelque chose sur le cœur, qui souhaite ajouter, on va clore ce débat. Merci beaucoup pour votre participation à vous tous. Merci beaucoup, Frédéric Coas, d'être venu à l'Université de Neuchâtel nous présenter Kleros, et je pense que tu as apporté vraiment une dimension différente au concept de justice, en présentant cette alternative qui peut être efficace dans certains cas. Je rappelle que généralement, on est dans des petits litiges, faible valeur, on veut éviter les frais de justice trop élevés, et on a besoin d'une solution du litige rapide, et en contexte aussi international, souvent qui fait qu'on a tout simplement de la difficulté de soumettre ce litige à un tribunal étatique, on ne saurait pas trop où agir, cas échéant, quel droit appliquer, etc. Donc il y a des éléments extrêmement intéressants à titre d'alternative, et peut-être que Noémie avait raison sur ce point, peut-être le titre n'était pas si intéressant dans le sens que
sagesse de la foule versus justice étatique, on oppose deux éléments et peut-être c'est pas si juste, mais au moins ça a permis de créer un débat. C'est déjà un point et de susciter la curiosité. Merci en tout cas pour votre participation. Merci aussi Sven-Riva d'être venu nous faire part de vos commentaires sur ce fonctionnement de résolution des litiges. Et merci Maître Ferrara pour aussi vos commentaires dans ce domaine. Ça fait plaisir d'avoir en tout cas des spécialistes et je veux dire que pour moi d'avoir deux doctorants sur cette table ronde qui maîtrisent aussi bien la matière et le juge Agni n'était pas loin d'être un de mes doctorants à un moment donné peut-être. Donc j'en suis très fière. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine fois. Merci.